Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de podcast de l'école Écoute ton corps qui s'appelle Être bien, ça s'apprend. En cette période d'Halloween, j'ai la joie d'accueillir Christian Junot pour nous parler de quoi en cette période d'Halloween, évidemment, de peur. Avec un tel invité, un expert dans ce domaine en lien à l'argent. Alors, est-ce que ça se peut, chers auditeurs, auditrices, que vous ayez des peurs en lien à l'argent? Alors, pour sûr, moi, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu l'honneur et la joie de vivre l'expérience de la faillite de mon entreprise il y a une dizaine d'années, qui a suivi par une faillite personnelle d'ailleurs. C'est au moment où j'ai découvert les enseignements de l'école Écoute ton corps. Et je continue d'ailleurs à en avoir des petites peurs, évidemment. Alors, cher Christian, la traditionnelle question de départ de notre podcast, c'est comment tu te sens à l'idée de participer au podcast de l'école Écoute ton corps, cette école de Lise Bourbeau. Merci déjà de ton invitation, Elise. Écoute, je me sens bien et j'aime bien ton introduction parce qu'il y a tout de suite de la vulnérabilité, il y a de l'ouverture, de la transparence et j'aime ça. Donc, je suis réjoui d'être là avec toi et de passer ce moment avec ceux qui nous écouteront. Ah, merci, merci. Alors, en plus, je suis un peu une petite curieuse de nature. J'adore, en savoir plus sur nos invités, mais aussi dans leur intimité, leur histoire de vie. Parce que je pense que quand on est rendu à partager tel ou tel enseignement, ou tel métier d'ailleurs, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous a motivés à le faire. Donc, toi, avant que tu sois expert dans la relation à l'argent, qu'est-ce que tu faisais? Comment toi, tu vivais ce rapport à l'argent? Alors, il a été compliqué pendant bien longtemps parce que j'avais une grosse peur de manquer. Mais le problème n'est pas que j'avais peur de manquer, le problème c'est que je n'étais pas conscient d'avoir peur de manquer. Autrement dit, la peur était le moteur de beaucoup de mes actions sans même que je sois conscient. Et tu sais, le piège est toujours le même. Quand on n'est pas conscient qu'on est pris dans un piège, on ne peut pas s'occuper de sortir d'un piège. Et il m'a fallu des dizaines et dizaines d'années pour que que je vois ce piège grâce à un de mes fils qui m'a joyeusement, enfin pas joyeusement, c'est pas vrai, qui m'a traité de radin à table devant son frère, sa sœur et mon épouse. Et aucun des trois ne m'a défendu. Donc c'était un grand moment de silence et c'était aussi une grosse prise de conscience. Et qu'il y avait peut-être quelque chose à traiter. Et c'est comme ça que là, cette prise de conscience a fait que j'ai pu commencer à aller de l'avant avec ces questions de peur en lien avec l'argent. Enfin, la peur de manquer d'ailleurs n'est pas que financière, souvent elle est très en lien avec l'affectif également aussi. Et aussi en lien, le manque se manifeste aussi vis-à-vis de soi, hein, c'est le manque de valorisation qu'on se donne et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'en occuper, mais à l'époque j'étais économiste de formation et banquier. Donc je n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et c'est parce que j'ai été ouvert à cette question d'argent que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Peter Koenig, qui lui a fait des années de recherche sur le rapport à l'argent des années 80-90. Je suis devenu son organisateur d'atelier, alors j'étais toujours banquier. Et quand j'ai perdu mon job en 2009, suite à la fameuse crise des subprimes, et en 2010, j'ai décidé que j'allais devenir indépendant et dans l'accompagnement des personnes. C'est là que la relation à l'argent est devenue un thème parmi d'autres au départ pour finalement, avec les années, devenir pratiquement le seul thème que je fais. Hmm. Est-ce que tu penses que justement la manière de vivre son argent ou de pouvoir observer notre vie matérielle éventuellement en lien à l'argent, c'est quelque chose qui nous donne des indications sur notre monde intérieur, sur ce qu'on vit nous à l'intérieur de nous-mêmes? Alors, complètement, j'avais envie de dire que pour moi, ce que nous vivons à l'extérieur, mais pas que sur l'argent, n'est que le reflet de notre monde intérieur. En fait, n'est qu'un miroir de tout ça. Hmm. Et donc pour des personnes qui justement seraient en difficulté, c'est à prendre conscience de dire non mais moi, tu sais, de l'argent, j'ai pas de problème avec de l'argent. Comme toi un peu, tu as eu la joie Ah d'avoir oui. le cadeau de ton fils qui te dit que papa, t'es radin. Comment est-ce qu'on pourrait aider une personne à prendre conscience qu'elle peut vivre des difficultés avec l'argent? Mhm. Mais, alors, je vais te donner un exemple très concret. J'ai un ami, il s'appelle François, qui me dit un jour, il m'écoute à la radio suisse, il me dit c'est quand même dingue qu'il y a des gens qui doivent faire des ateliers avec toi. Tu vois, le gars est tombé des nues
Et je vois un peu le style de personne que c'est, quelqu'un qui est bien un économe, qui calcule bien, qui dépense pas son argent n'importe comment et tout. Et je le connais de longue date. Puis je dis, écoute François, si à la place d'avoir 100 000 d'économies, tu avais 5 000 d'économies, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que tu serais tout autant serein? Il me dit, probablement pas. Je dis, ben voilà une bonne raison de faire un atelier avec moi. Parce que tu vois, au fond, il y a bien des personnes qui disent, ah ben non, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Et moi je leur dis la même chose. Parce que j'ai des économies, j'ai des réserves. Ah, ah. Et si on t'enlève tes réserves, si on t'enlève des économies, et c'était toujours autant serein, donc, si la réponse est non, c'est que je n'ai pas un rapport apaisé avec l'argent, puisque je suis dépendant de quelque chose, autrement dit, un certain niveau d'épargne ou d'économie pour être relax. Donc, ce n'est pas la sérénité, c'est de la dépendance à quelque chose. Et j'étais en plein là-dedans moi-même. Et c'est vrai que mon mentor Peter Koenig avait vraiment cette approche qui est très radicale, de cette manière qui disait, dans son approche, c'est pas comment faire un million, et je n'ai rien contre faire un million, ce principe. Dans son approche, c'est comment je peux être tranquille et en paix avec l'argent, quelle que soit ma situation financière, que je sois en dette, que j'ai beaucoup d'argent ou pas, tu vois, indépendamment des conditions extérieures. Et là, on voit que ça Hmm. vient nous chercher un peu plus loin. Hmm. Donc une manière, ça serait que la personne qui en a se pose la question, bah, si tu en avais pas, est-ce que tu le Ouais, vivrais bien? Et ouais. une personne qui en a pas, qui se pose la question, si tu en avais, comment tu le vivrais? Parce que tu sais, je me suis présentée là dans le fait d'avoir eu des difficultés avec l'argent. Donc j'ai aussi été interdit bancaire, bah, ça a suivi ça tu sais, pendant 5 6 ans. Et je m'étais toujours sur le coup de mon interdiction bancaire, de me dire, ouais, bon, tu sais, j'ai pas d'argent, je peux pas avoir d'argent, je peux pas réouvrir d'autres comptes, etc. Et aujourd'hui que je suis dans une vie, on va dire, un peu plus autonome financièrement, eh ben, je peux voir que je suis pas plus confortable d'en avoir de l'argent. Tu vois, donc je peux vraiment prendre conscience que c'est vrai que c'est pas le nombre d'argent que j'ai sur mon compte en banque qui détermine en fait ma sérénité vis-à-vis de l'argent. Non, non, puisque moi j'étais en plus conseiller en placement financier, donc moi j'avais affaire à ceux qui avaient clairement plus d'argent que la moyenne, et j'ai vu des millionnaires et multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours, de se comporter comme s'ils n'avaient pas d'argent. Donc être vraiment dans la peur. C'est pour ça que souvent on me dit oui, mais bon, c'est facile qu'on a de l'argent. Je dis non. Attention, il y a plein de gens qui ont de l'argent pour qui ne sont pas à l'aise. Moi, j'avais d'excellents revenus, j'avais des belles économies, et pourtant j'étais stressé en permanence avec les questions d'argent, si tu veux. Donc c'est pour ça que tu vois, il y a le rationnel qui analyse d'une certaine manière, mais là, on est sur de l'émotionnel, et l'émotionnel n'a rien à voir avec le rationnel. Et au contraire, Géric, c'est ce qui m'avait vraiment choqué ou frappé à l'époque où j'étais conscient en placement, c'est à quel point les comportements des gens qui avaient plus d'argent que la moyenne, pour certains nombres d'entre eux, étaient tellement irrationnels. Et après, j'arrivais pas à voir que j'étais comme eux. Moi aussi, j'étais très irrationnel dans mes comportements. On voit tellement mieux chez les autres que chez soi. Donc, si tu veux, évidemment, ceux qui n'ont pas d'argent, si tu veux, pour une partie des personnes, c'est plutôt ceux qui sont en manque d'argent, qui n'ont pas d'argent, qui se disent, ouah, je dois quand même avoir un problème avec l'argent parce que ça n'arrive pas à moi. Et c'est comme si la prise de conscience était, entre guillemets, plus facile ou plus évidente que quand je gagne pas mal d'argent, que je manque pas d'argent, eh ben, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte que oui, j'ai un problème avec l'argent. Tu vois la nuance. Moi, je n'avais pas de problème d'argent, j'avais un problème avec l'argent. C'est une nuance extrêmement importante. Ouais. Parce que les apparences laissent croire qu'il n'y a pas de problème. Mais la réalité, elle est autre. Et des fois, les gens, ils viennent un peu honteusement vers moi en me disant, mais j'ai plein d'argent et pourtant je suis super stressé. Il y a vraiment quelque chose à faire. Je dis, ben, bravo de le voir et bravo dans le courage de le dire parce que beaucoup sont comme vous, mais n'osent pas le reconnaître parce qu'ils sont comme honteux en disant, j'ai pas de raison et pourtant, c'est compliqué. Et est-ce que tu as pu voir, tu sais, des éléments communs, tu sais, de ce que ces personnes, tu sais, comment elles sont ces personnes qui vivent ces peurs en lien à l'argent? Donc, elles ont beaucoup d'argent, pour autant, à l'intérieur d'elles, elles sont quand même pas confiantes. Tu dirais que c'est quoi? Ça vient d'où, en fait, à l'intérieur d'eux? Oui. Alors bon, il y a pas mal de raisons potentielles, mais je dirais globalement, si tu veux, ce manque, cette peur de manquer, et qui se manifeste souvent avec l'argent, mais au fond, elle se manifeste souvent dans plein d'autres endroits différents, hein. Certains vont avoir plein de réserves de nourriture, d'autres vont tout garder, même si ça n'a plus d'utilité. Mais souvent, cette peur de manquer, elle vient bien plus souvent d'un manque affectif dès la petite enfance, et c'est des choses que vous connaissez bien, en travaillant avec les travaux de Lise Bourbeau. Et que souvent, si tu veux, ce qui a manqué de si précieux et de si important en étant tout enfant, ce n'était pas une question d'argent, hein. Si tu veux, ça a comme laissé un vide intérieur qu'on va essayer de combler de plein de manières différentes. Et c'est souvent de là que ça se passe. Parfois, je dis bien parfois, mais c'est de loin pas la majorité du temps, il y a effectivement eu des manques d'argent, il y a eu des faillites, il y a eu des conséquences, mais je dirais globalement, pour ceux qui ont peur de manquer,
ceux qui ont vraiment vécu le manque financier, c'est une minorité, c'est pas une majorité. Hmm. Et donc, c'est le manque qui serait en lien au manque affectif en soi. Mais est-ce qu'il peut aussi y avoir un lien avec tu sais, un manque de valeur de soi? Est-ce qu'on peut imaginer, tu sais, la valeur argent, elle est conditionnée par notre valeur qu'on s'attribue à soi-même? Alors oui, il y a des liens dans le sens que très souvent, quand on a la peur de manquer, on est souvent pas très, on n'a pas trop d'estime de soi, on a peine à se donner de la valeur en quelque sorte. Parce que effectivement, je suis aussi de le manque avec moi-même. Tu vois, j'avais beau être universitaire, avoir fait plein de choses, même dans le sport, quand même plutôt bien, j'ai trouvé que j'étais toujours pas assez. Et je suis sûr qu'il y a Hmm. plein de personnes qui nous écoutent qui peuvent voir qu'elles se voient toujours comme pas assez. Je suis pas assez formé, pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. On est très fort pour se raconter des histoires plutôt que voir tout ce que nous sommes déjà. Et si tu veux, ça se manifeste par un esprit de manque, de voir ce qui n'est pas présent dans sa vie. J'ai pas assez d'argent, pas assez d'attention de mon épouse, de mon chef ou de mes enfants, ou je sais pas quoi. Mais toi, il y a plein de trucs de pas assez plutôt que voir tout ce qu'on a plutôt que d'un esprit d'abondance. Et moi, j'étais en plein là-dedans, alors que l'abondance existait dans ma vie de plein de manières, mais je n'arrivais juste pas à le voir. Et d'avoir réussi à bouger ce curseur de l'esprit de manque à être dans un esprit d'abondance toujours plus grand, aujourd'hui, j'ai l'impression que je vis dans une abondance incroyable tous les jours. Mais l'abondance, c'est les montagnes devant chez moi qui sont juste extraordinaires. Là, j'ai des grandes montagnes devant chez moi. Il n'y a pas un nuage, c'est les fleurs, c'est la faune. Enfin, ce sont des choses très simples. C'est pas, et de loin pas du bien matériel. Je suis souvent beaucoup plus sensible à la beauté de la Hmm. nature plus qu'à mes biens matériels dans lesquels je peux apprécier si tu veux. Mais je sais que c'est pas ça qui fait une réelle grosse différence. Hmm. Et comment tu pourrais encore plus définir, tu sais, pour clouer un peu le clou là, de esprit d'abondance? C'est intéressant comme formulation. Oui, ben, tu vois, l'esprit d'abondance, on a une expression française magnifique qui dit voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc Hmm. ça signifie que d'une même situation, deux personnes pourront avoir une perception de vie totalement différente parce qu'elles focalisent leur attention à un autre endroit. Et on dit où va ton attention, va ton énergie. Et tu vois, quand mon attention était oh là là, j'ai des paiements, il y a de l'argent qui fout le camp, il y a ci, il y a ça, ben mon énergie elle va avec, c'est-à-dire qu'elle est tirée vers le bas parce que ce sont des peurs que ça vient réveiller. Alors que quand mon attention, elle va déjà dire, waouh, euh, quelle chance d'avoir cet argent sur mon compte, je peux payer ça avec facilité, je peux toi commencer à apporter des choses sur tout ce qui va déjà bien, mes enfants vont bien, la famille, etc. On a, voilà, de focaliser là-dessus et vraiment de pas le faire comme un truc, je veux dire, parce que c'est le faire avec un, il faut qu'il y ait quand même un vrai, je dirais, état émotionnel de gratitude. La gratitude, pour moi, c'est l'instrument de l'esprit d'abondance. Et la Ouais. gratitude ça se manifeste à travers des merci, à travers des choses comme ça, tu vois. Moi, des merci avec mon épouse, on en dit tellement souvent dans la journée, mais juste merci à la vie, merci. On vient de faire plein de marches en montagne là, et on était dans tellement de gratitude en permanence devant cette beauté de la vie. Et si tu veux, et ça va vraiment avec une forme d'émerveillement pour moi. Alors, émerveillement, c'est quand on va encore un peu plus loin. Mais c'est ça qui paraît bizarre. Il y a 33 ans, 35 ans que j'ai les mêmes montagnes devant chez moi et mon éveillement ne fait qu'augmenter, alors qu'on pourrait dire, on pourrait de la lassitude pour ça. Et c'est exactement l'inverse, tu vois, qui se passe. Parce que c'est comme si j'étais conscient, toujours plus conscient et sensible, et à cette beauté, et à la gratitude d'être en lien avec cette beauté-là. Je sais pas si c'est Et plus clair. comment, ouais, si. Et comment justement, parce que en fait, pendant que tu parles, je t'imagine là en train de marcher, de voir comment c'est joli autour de toi, etc. Mais j'imagine que finalement, cette marche, elle a commencé à l'intérieur de toi. C'est comment est-ce que toi, t'es allé faire les visites, mais de ton intérieur, quelque part, dans un premier temps, non? Oui, et tu sais, et même en marchant en montagne, je pourrais tout à fait être en train de ressasser tout ce qui va pas dans ma vie, d'être en colère contre mes parents, pour mon enfance, ou pour mon chef qui a peut-être pas été correct. Je pourrais être là-dedans tout en marchant, tu vois, et si je suis dans ces pensées-là, je peux te dire qu'il y a zéro place pour l'émerveillement. Tu étais juste dans Hmm. ta tête, tu es juste enfoncé avec toi. Donc c'est pour ça que dire au-delà de l'activité, il y a dans quelle énergie je fais l'activité. Tu vois, et c'est pour ça que cette capacité à être vigilant à quoi je pense, où je mets mon attention, parce que très souvent, ce sont des pensées automatiques, hein. Ça pense en moi. Je ne suis pas mes pensées, mais ça pense en moi. Et tant que je n'ai pas la capacité, et ça m'arrive évidemment hein, d'être là-dedans aussi, tu coup, tu dis, oh là là, mais tu vois, les histoires que tu es en train de te raconter dans ta tête, c'est stop. Et vraiment, ce stop, c'est comme
Si tu prends ta télécommande, ta télévision, que tu mets fin, eh ben, la télévision elle s'arrête immédiatement. Et c'est la même chose, c'est stop. Je n'ai pas envie de ces histoires qui se passent en moi et je me reconnecte à autre chose. Donc c'est vrai que c'est un long chemin de faire bouger ce curseur de l'esprit de manque à l'esprit d'abondance parce que plus j'aurai l'habitude de focaliser sur ce qui va bien, sur les choses qui vont bien, et il y a plein de choses qui vont bien dans notre vie, même ceux qui n'ont pas ou peu d'argent, il y a quand même des choses qui vont bien, ne serait-ce que par d'une partie de leur état de santé. C'est pas parce que j'ai mal quelque part qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui vont bien dans mon corps aussi, tu vois. Et je suis Hmm. sûr que tous ceux qui nous écoutent, ils ont au moins un toit ils ont au moins un toit pour pour se préserver du froid, du chaud ou d'un prédateur. Ils ont probablement au moins 2 ou 3 repas par jour et sûrement du wifi, de l'électricité aussi et de l'eau potable, l'eau courante. Ça va pas de soi, tout le monde n'a pas ça sur Terre, tu vois. C'est pour ça que on n'a pas besoin de vivre des choses extraordinaires pour pouvoir être dans la gratitude. On pourrait être dans la gratitude tous les jours, juste parce que la vie nous offre un jour de plus. Rien que ça devient suffisant pour être dans la gratitude pour moi. Parce qu'on sait quand Hmm. ça va s'arrêter. Et je ne sais pas quel jour ça sera. Hmm. Hmm. Ouais, ouais, et du coup, tu sais, moi, j'ai la petite voix là qui s'allume, la petite voix de mon ego, tu sais, qui dit, ouais, mais et donc, qui est la voix de mon père, là, aujourd'hui, dans les propos en lien à l'argent, tu sais, c'est, non, mais toi, Elise, de toute façon, t'es un bisounours. Tu sais, toi, tu regardes, va, non, mais toi, t'as vu, il s'est passé ça, et t'as vu, en plus, bah, t'as vécu l'expérience de te faire un peu avoir, on t'a eu. Maintenant, il faut, tu sais, que tu changes ta manière de vivre parce qu'en fait, tu sais, la vie, c'est grave, c'est dangereux, et puis il faut toujours mieux, il faut toujours plus. Comment est-ce qu'on peut apprendre à entendre cette voix, Oui. quand même la laisser s'exprimer, j'imagine, mais qu'est-ce que je peux en faire de cette voix quand elle s'agite là? Alors, si tu veux, là tu es en train de parler entre autres de croyances. Tu vois, la croyance, et une des croyances, c'est la vie, c'est dangereuse. Moi, j'ai une autre Mm, croyance qui est la vie me veut du bien. Et quand je dis la vie me veut du bien, ça ne veut pas dire que je vais vivre que des choses confortables. Parfois, ça peut être inconfortable, mais je sais que c'est un terrain d'apprentissage que la vie m'offre, aussi inconfortable soit-il. Et Dieu sait s'il y a des expériences que je n'espère ne jamais vivre, mais je ne sais pas. La seule raison, c'est que je ne sais pas. Hein, je pense à mhm, des personnes, des amis qui ont perdu des enfants. Ça me paraît la chose la plus horrible en tant que parent qu'on puisse vivre. Et je n'espère jamais avoir à vivre ça. Mais si c'est ce que j'ai à vivre, je le vivrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai une autre croyance. Et simplement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, on voit que beaucoup de personnes disent les croyances créent notre réalité. Si je pense que la vie est dangereuse, ma focale va montrer toutes les raisons qui vont me conforter dans l'idée que la vie est dangereuse, tout ce qui peut se passer dans les rues, etc., les gens qui ont des problèmes, etc. Ou si je pense que la vie me veut du bien, je vois ou que la vie est belle, ou je sais pas quoi, je vois que mon focus est ailleurs. Donc déjà, juste de prendre conscience de cette croyance et de se dire, est-ce que cette croyance me porte? Est-ce qu'elle me fait du bien? C'est déjà ça, parce mm, qu'on a tous des croyances, mais il y a des croyances qui nous portent. Quand je dis la vie me veut du bien, c'est une croyance qui me porte. Moi, j'ai une croyance que j'ai une immense confiance en la vie, que la vie m'amènera toujours le soutien d'une manière ou d'une autre qui sera nécessaire. C'est aussi une croyance qui me fait du bien. Parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres croyances qui est je ne peux compter que sur moi. J'entends très souvent ça avec beaucoup de femmes. Je ne peux compter que sur moi. Cette croyance, elle est forcément anxiogène parce que ça veut dire s'il m'arrive quoi que ce soit, tout est foutu. Alors que si je mm, pense que la vie m'amènera à des solutions parce que j'ai confiance en la vie, ben, je peux être beaucoup plus relax parce que je sais que s'il m'arrivera quelque chose, il y aura des gens autour de moi qui seront prêts à me soutenir, comme moi je suis prêt à soutenir plein de gens autour de moi aussi. Donc tu vois, c'est important d'aller questionner nos croyances et de se dire, est-ce qu'elles me portent, oui ou non? Est-ce que j'ai vraiment envie de les garder? Et peut-être qu'il y a un travail à faire pour commencer à changer de croyance, parce qu'une croyance ne vient jamais de nulle part. Évidemment qu'il y a toujours eu des événements, ou dans sa vie, ou dans la vie des membres de ma généalogie, qui fait que je porte peut-être quelque chose qui ne m'appartient pas. mm, mm. C'est rigolo, j'ai ma grand-mère elle avait une messagerie vocale de son téléphone fixe, hein. Elle est décédée, ma grand-mère. Et en fait, le nom de famille de ma grand-mère, c'était Schmitt. Et en fait, ça se terminait par DT. Et en Mhm. fait, sur sa messagerie vocale, elle disait toujours Schmitt endetté. Et tu te dis, mais mamie, pourquoi? Et je trouve ça génial parce qu'effectivement, dans ma famille, on a été plusieurs à vivre l'expérience de la faillite. Et tu Ouais. dis, bah oui, on était désendettés. Voilà, absolument. Bah, tu vois, moi, du côté de mon père, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite aussi. Et c'est une petite famille, mais mon seul oncle, un de mes frères 2 fois,
mon père deux fois et mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc, en gros, il reste que moi et mon petit frère qui sera jamais indépendant parce qu'il était traumatisé de la faillite de mes parents. Là. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais si tu veux, je ne suis pas meilleur qu'eux. Je suis juste le premier à voir ce fonctionnement qui se répète et je suis le premier à traiter ça. Et on traite ça en s'autorisant. Je travaille beaucoup sur la notion de loyauté et déloyauté. À quoi j'ai choisi d'être loyal et à quoi j'ai choisi d'être déloyal. Et déloyal, on n'est jamais déloyal aux êtres humains, on est déloyal au comportement, au fonctionnement, aux croyances, aux situations qu'on attire. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un prix à payer quand j'ai un peu de réussite, comme les autres ont eu, puis de retomber à zéro, voire dans les dettes. C'est pas mon programme, c'est pas mon choix. Donc, donc j'ai fait un travail de libération de ça parce que je ne suis pas meilleur qu'eux. Autrement, je serais tombé dans le piège comme eux. Mais je suis juste le premier à l'avoir vu, le premier à le traiter. C'est bon pour moi et c'est bon pour ceux qui me suivent, tu vois. Mais c'est quelque chose qui peut rester encore présent, comme c'est le podcast d'Halloween. Est-ce Mhm. que justement cette croyance, elle peut quand même encore rester avec toi, un peu comme un espèce de fantôme là qui est là autour de toi. Attention, dans la famille, il y a eu des faillites, ou c'est quelque chose qui pour toi est clair. Non, pour moi, c'est clair, c'est réglé. Pour moi, ça, c'est réglé. Je veux dire, et si tu veux, tu vois, c'est même pas un sujet de préoccupation parce que je sais que j'ai plein de cartes pour rebondir. D'un coup, des fois, on me dit, oh, bah dis donc, si on supprimait l'argent demain, tu serais bien embêté. Je dis, mais non, mais l'argent, c'est juste une porte d'entrée pour moi. De toute façon, ce que je fais, c'est plus un travail d'amour de soi qu'à travers la relation d'argent. Donc, je rebondirai d'une manière ou d'une autre. Tu vois, c'est pas une question. Je suis pas en train de me dire, est-ce que je recrois ces clients l'année prochaine? Est-ce que ça va marcher? Non, je me pose pas ces questions. Je vis tranquillement les choses avec une grande confiance, si tu veux. Alors, ça marchera toujours comme maintenant, j'en sais rien, mais c'est juste pas une question maintenant. Je ne veux pas commencer à me préoccuper pour ce qui pourrait se passer plus tard, alors que la seule réponse, c'est que je ne sais pas. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est important, tu vois, d'aller voir les films qu'on se raconte, parce que ce sont ces films qui génèrent de la peur. On parle de la peur. La peur, certains spécialistes disent 95 à 98% des peurs sont des choses qui n'arrivent jamais. Ce sont juste Wow. des histoires qu'on se raconte, tu vois, à l'avance. Et je donnais souvent l'exemple que mes enfants étaient entre l'adolescence et jeune adulte, quand ils sortaient le soir, s'ils ne rentraient pas à l'heure prévue, qu'est-ce que ton esprit, ton mental se raconte? Il n'est pas en train de se dire, ah, ils s'éclatent tellement qu'ils ont oublié l'heure. Il est en train de prévoir toutes les situations possibles et compliquées qui auraient pu se passer. Tu vois, donc à un moment Mm. donné, on voit bien, et ça ne s'est jamais passé en plus. Donc on voit bien le réflexe que nous avons à imaginer le pire, et ce pire-là ne nous fait pas du bien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de prendre du recul, de dire, oh, oh, à l'instant présent, il n'y a pas de problème. Tu vois, à l'instant présent, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y aura des problèmes plus tard, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc juste là maintenant, je peux juste rester sur l'observation. L'observation est, mes enfants ne sont pas rentrés à l'heure. Point final. Mon observation est, eh ben, un client vient d'annuler une commande et puis, ok, mais c'est tout. Alors après, je vois bien que si je vous raconte un film, ça va générer des peurs. Oh là là, est-ce qu'il y aura assez d'argent à la fin du mois, à la fin de l'année, quand mes enfants feront des études, à ma retraite, tu vois? Tout ce genre de trucs qui prennent la tête de tellement de monde parce que nos peurs, elles sont toujours en lien avec ce qui pourrait se passer plus tard. Combien de peurs existent par rapport à ce qui se passe, à un problème tout de suite? J'avais un ami qui disait, il s'appelle Pascal Astir, il disait, s'il y a un lion qui entre dans la pièce, j'ai un vrai problème, j'ai une vraie bonne raison d'avoir peur parce que j'ai un problème tout de suite. Et cette Ouais. expression était vraiment bonne en disant, en fait, dans votre vie, vous voyez plein de lions, mais qui ne sont pas dans la pièce. Et c'est pour ça que cette expression, elle m'a beaucoup aidé en me disant, quand il y a une peur qui revient, je me dis, est-ce que là, il y a un lion dans la pièce? Autrement dit, est-ce qu'il y a un danger tout de suite, à l'instant? Non. La Mm. plupart du temps, chez moi, c'est non. 99% du temps, c'est non. Il n'y a pas une voiture qui est en train de me renverser, qui m'arrive dessus. Là, j'ai un problème. Mais simplement, je me pose, j'ai peur pour mes proches, pour ci, pour ça, parce que voilà, ils voyagent en voiture, ils font un voyage, et puis j'espère que tout va bien se passer. Puis, tu vois, ce sont juste des peurs comme ça qui ne font aucun bien. Donc, simplement, être conscient de ça, ça permet à tout moment de reprendre la télécommande, de dire stop, je respire un bon coup, je me connecte, et moi j'ai un mantra qui est tout va bien se passer. Voilà, c'est mon Mm. mantra qui est venu un jour naturellement comme ça, et vraiment tout va bien se passer. Voilà. Comment ça va se passer, je ne sais pas, puisque je ne sais pas, mais tout va bien se passer. Mm. Et c'est vrai que c'est important de différencier dans les peurs la peur réelle d'une peur irréelle, finalement, la peur Absolument. irréelle, mais qui est en sensation, on a vraiment peur, elle est vraiment là, hein, parce que c'est vraiment pas là Exactement.
à amoindrir, parce que des fois, on peut entendre des gens qui disent, oh, j'ai peur, mais oh, je devrais pas avoir peur, et à vouloir amoindrir leur peur. Oui. C'est pas non plus bénéfique pour soi, parce que l'idée, c'est quand même d'en avoir conscience et de l'accueillir à sa juste mesure pour pouvoir rassurer l'ensemble de quelque part, de là où ça a pris sa source, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient pas de nulle part. Mais bien sûr, alors après, si tu veux, comme notre cerveau est comme le cerveau archaïque, est quand même, a quand même été, enfin, est mis en place, fonctionne de manière à nous préserver de tous les dangers potentiels pour nous maintenir en survie. Donc ce cerveau-là est attiré par les peurs, et puis si tout va bien dans notre vie, il s'en fout royalement, hein. C'est pas l'objectif, c'est pas son projet à lui. Donc c'est pour ça que on a un petit travail à faire, et souvent, si tu veux, moi, ce que j'ai vu, c'est comme ça pense tellement dans notre tête qu'on ne peut pas être conscient de tout ça, c'est normal, et heureusement, j'ai envie de dire, ce serait une prise de tête infernale, mais simplement de connaître nos signaux corporels de peur vont nous aider. Moi, je sais que moi, j'ai des tensions dans le ventre, c'est vraiment, on parle d'abord de la peur au ventre, moi, ça devient tendu dans le ventre, et je sais que c'est comme ça que si d'un coup j'observe qu'il y a des tensions dans mon ventre, ou que je vois en train de tenir quelque chose fort, ok, je me relaxe, je me dis qu'est-ce que tu es en train de penser, qu'est-ce qui se passe à ce moment, tu vois, donc c'est important d'être capable de ça. Et ce que j'ai beaucoup fait maintenant, c'est plus nécessaire parce que ça m'arrive vraiment de plus en plus rarement, mais c'était Thomas Dansembourg, que tu connais sûrement, de la communication violente, hein, voilà, qui disait, qui prenait sa peur en la mettant à l'extérieur. Ça m'arrivait de prendre une chaise pour représenter ma peur ou un oreiller, tu vois, dès le moment où tu regardes ta peur, je deviens observateur de ma peur, je ne suis plus pris par la peur. Parce que le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être pris par la peur et c'est comme si, comme je disais, la peur est le moteur et je n'arrive plus à distinguer qu'il y a moi et il y a une partie de moi qui a peur. Et quand je vois qu'une partie de moi qui a peur, je peux commencer à dialoguer avec. Je dis, oh non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je vois ma peur qui s'agite, puis des fois changer de chaise, puis la peur qui raconte plein d'histoires, puis je reprenais ma chaise, je dis, ah bon, c'est tout ce qui... Si tu te racontes toutes ces histoires, c'est dingue. Tu crois vraiment que ça va se passer. Puis changer de chaise, puis à un moment donné, à force d'avoir déballé tout son truc, c'est comme si ça s'apaise parce que ça n'a plus de consistance, ça n'a plus de poids, tu vois. Donc j'ai passé par cette étape-là à un moment donné pour lâcher les peurs, pour qu'elles soient entendues. Puis maintenant, ça devient toujours plus rapide. Hmm. Ce podcast, justement, il s'appelle Être bien, ça s'apprend. Et de ce que j'entends, c'est un apprentissage. Oui, C'est de s'accueillir dans tout ce qu'on vit, que ce soit avec l'argent ou avec d'autres choses, mais on peut l'apprendre, ça, finalement. Tu partages aussi absolument. cette vision, toi? Absolument, hein, comme exprimer sa gratitude est un apprentissage. Si tu veux, à un moment donné, peut-être qu'on a un peu à se forcer. C'était Tal Ben-Shahar dans l'apprentissage du bonheur, je crois que ça s'appelait, qui avait fait une expérience qui m'avait beaucoup marqué, qui disait, ils avaient proposé la moitié des étudiants, à Harvard, ils avaient la chaire du bonheur. Je trouvais ça extraordinaire qu'on enseigne le bonheur à l'université de Harvard. Et il y avait une moitié d'étudiants, ils disaient, tous les jours, pendant 3 mois, vous allez uniquement noter 3 choses ou 5 choses, je ne sais plus pour lesquels vous avez de la gratitude en fin de journée. Mais au moins les 2 tiers, ou 3 sur 5, je crois, vous avez été acteur de quelque chose. Je suis allé courir. Tu vois, j'ai de la gratitude, je suis allé courir. J'ai de la gratitude, je me suis fait un bon repas. Donc, pas seulement des trucs qui viennent de l'extérieur, mais au moins des trucs où tu es acteur. Et aux autres, on dit que vous ne changez rien à votre vie. Ils ont fait des questionnaires avant et après les 3 mois. Et il y avait des différences très sensibles avec ce petit exercice. Les gens se sentaient plus heureux, étaient en meilleure santé, avaient plus d'énergie, souvent dormaient mieux, juste avec cet exercice. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est comme si on doit prendre une habitude, ces fameux rituels, et ça demande de la discipline. J'ose dire ce mot que beaucoup de gens n'aiment pas. Discipline, être un disciple de soi. Je le fais par amour pour moi. Je le fais parce que je suis important, je m'aime, et je sais qu'en faisant ça, par exemple, ou faisant d'autres choses, je suis mieux, j'ai une meilleure énergie, et comme j'ai envie d'être mon meilleur ami, je le fais pour moi. Tu vois, même si de temps en temps, ah bah j'ai pas très envie, mais une fois que je le fais, je suis content de le faire. Donc c'est ça, c'est vrai, l'apprentissage, c'est ça. Et l'apprentissage, c'est pas juste je me mets dans mon fauteuil et j'attends que tout arrive. Parfois ça marche, que j'ai une bonne énergie, mais à un moment donné, j'ai à faire quelque chose pour d'une bonne énergie. Et est-ce que tu as été confronté comme une de tes thématiques principales, entre autres, hein, c'est en lien à la relation à l'argent, est-ce que tu as été confronté à des personnes qui pourraient dire non, mais tu devrais nous le faire gratuitement, ton truc? Alors, oui, il y a toujours, je dirais, il y a globalement, pas seulement sur les questions d'argent, hein, il y a ce que j'appelle aujourd'hui la dictature du gratuit. C'est-à-dire que je dis la dictature du gratuit parce que je connais plein de personnes qui ont fait beaucoup de choses gratuites et je connais, genre, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas les mettre dans l'embarras, mais
qui j'en ai parlé, qu'on fait plein de choses gratuites, puis dès qu'elles font une chose payante, ça peut être des sommets, ça peut être des trucs, des podcasts et d'autres choses, et dès qu'on fait une truc payante, il y a plein de gens qui vont commencer à gueuler, et dire, ah, comment on peut te payer? Enfin, tu vois, j'appelle ça la dictature du gratuit, dans le sens que il n'y a jamais eu autant de choses gratuites sur Terre qu'actuellement. On pourrait passer sa vie à regarder des vidéos sur YouTube et passer sa vie à écouter des podcasts, dont le tien et d'autres. Tu es d'accord? C'est infini tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et on voit que ces gens sont encore dans un esprit de manque parce qu'ils râlent encore, parce qu'il y a des choses payantes parfois plutôt que voir tout ce qui est déjà gratuit, juste de manière incroyable. Donc oui, oui, ça arrive, mais souvent, si tu veux, les gens, c'est plus, moi je vois plus ça comme leur frustration de ne pas pouvoir peut-être s'offrir quelque chose que je propose. Alors Mm. plutôt que dire, ouais, j'adorerais venir faire votre atelier, mais j'ai pas les moyens pour l'instant, je sais pas quoi, tu vois, qui est une forme de vulnérabilité, ils vont dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est pas accessible à tout le monde, c'est injuste. C'est trop cher. Je dis, ah bon, c'est trop cher. Pas. Moi, quand je dis c'est trop cher, je ne prends pas. Je dis, ah bon, par rapport à quoi? C'est quoi la norme, tu vois? Donc, je suis plutôt curieux. Donc, oui, ça arrive, mais ça arrive pas tellement souvent finalement parce que ceux qui ont moins de moyens, je leur dis des fois, je leur dis, ben, si vous êtes vraiment motivé, faites-moi une proposition. On va regarder si on peut trouver un arrangement ensemble. Je suis pas rigide, si tu veux. J'ai pas envie que Mm. l'argent soit un frein. S'il y a moyen de trouver d'autres possibilités, je suis très heureux de le faire. Et la majorité de nos auditeurs hein, sont des personnes qui sont justement tu sais, des aidants, des professionnels, des coachs, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes qui ont des peurs, mais à oser te facturer, oser dire non, mais certes, j'aide, je fais des stages, je fais des séances, etc. Mais en fait, ça a un coût. C'est celles qui ont ces peurs-là, en fait. Oui, et tu sais, ces personnes que tu décris, c'est ma clientèle principale. Ce sont eux que Mm. j'ai en majorité. Et au fond, la plupart ont une problématique qui est, j'aime tellement ce que je fais et j'ai l'impression que ce que je fais est facile parce que je suis dans le flow, dans ce que j'aime faire, tu vois. Et j'ai de la peine à demander de l'argent en contrepartie parce qu'il y a une croyance très forte dans la société qui est l'argent se mérite contre de la souffrance, de la pénibilité ou je ne sais pas quoi. Et comme c'est pas pénible ce que je fais, hein, moi, c'est pas compliqué hein, d'être avec toi là maintenant. Je suis juste en train de faire ce que j'aime. Ça me demande pas d'énergie du tout, tu vois. Et alors, en l'occurrence, c'est gratuit, mais même si c'était payant, ce serait la même chose, tu vois. Mais je veux dire par là, c'est que ces personnes ont de la difficulté à demander de l'argent en disant, mais j'ai pas l'impression de faire des efforts. Ah bon? Donc, ça veut dire que maintenant, on devrait faire des efforts pour gagner de l'argent. C'est quoi cette croyance? Est-ce qu'un chanteur sur scène est en train de faire des efforts horribles et puis en train de gagner potentiellement beaucoup d'argent parfois ou un peu d'argent, tu vois, c'est quoi cette croyance? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en question cette croyance et dire, et si on mettait du et faire ce qu'on aime et s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, parce qu'il n'y a pas de raison de se limiter en tant que tel, parce que si on s'aime, on ne va pas se limiter, mais après on peut être, voilà, et si tu veux, mettre du et plutôt de choisir ou mériter de l'argent parce que je souffre, ou faire ce que j'aime, mais galérer financièrement et ne pas avoir d'argent. Non, il n'y a personne qui nous empêche et d'avoir du succès et de faire ce qu'on aime. Et plus on sera nombreux à faire ce qu'on aime, mieux notre société se portera. Parce que c'est comme plus chouette d'avoir des gens qui ont le sourire et qui aiment ce qu'ils font plutôt que des gens qui tirent la gueule. Et est-ce que c'est justement ce que toi t'amènes dans tes ateliers, tes conférences, etc. C'est quelque part amener les personnes à revenir à leur cœur? Oui, de revenir à leur corps, mais surtout, enfin, si tu veux, souvent, elles savent être dans le cœur, mais dès qu'on parle d'argent, elles sortent du cœur, elles reviennent dans les peurs et dans le mental. Donc, si tu veux, moi, je travaille beaucoup sur accueillir ces ombres, créer plus d'unité intérieure de soi. Et je le dis souvent, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que d'avoir une relation à l'argent plus sereine. Ça passe inévitablement pour moi par plus d'amour de soi. Plus on apprend à s'aimer, plus notre relation à l'argent est tranquille et sereine parce que, encore une fois, on lâche les peurs, les gens pourront penser ce qu'ils veulent de nous, ça reste leur opinion, ce n'est pas ce que je suis. Mais tant que je suis préoccupé par le regard des autres, je viens de m'emprisonner. Tant que je me mets des croyances limitantes, je m'emprisonne aussi, je me limite dans un carcan. Alors que si je m'aimais pour qui je suis, on tente s'approcher vers un amour inconditionnel, et Dieu sait si c'est difficile, et je pense surtout pas y être aujourd'hui, mais tant il m'en approcher, eh ben, plus je peux être dans la douceur, la bienveillance avec moi-même, plutôt que la dureté et l'exigence avec moi-même, tu vois, souvent de manière il faut, je dois, ce genre de choses-là, et plus les choses commencent à être plus cool, plus tranquilles, et voilà, et c'est vraiment, c'est beaucoup ce travail-là qu'on fait, c'est vraiment être toujours plus en paix, à aimer toujours plus l'être que je suis et à enlever une après l'autre ces barrières qui nous empêchent de rayonner l'être de lumière que nous sommes tous. Mm. Donc quelque part, l'argent, ça serait la résultante.
c'est le résultat Oui, de... oui, absolument. C'est exactement ça. Si tu veux, je dis toujours, les personnes viennent avec des choses visibles qui peuvent être des états financiers, des comportements, la difficulté à mettre des prix ou des états émotionnels. Et moi, je travaille dans l'invisible. Et en changeant Mm, les choses dans l'invisible, ça change dans le visible. C'est la conséquence uniquement. mm, Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les conséquences sont largement plus vastes que les questions d'argent. C'est y compris sur les questions d'argent, mais souvent les gens me disent, ah ben non, j'ai des meilleures relations avec les autres, avec ci, avec ça. Ça a des incidences beaucoup plus vastes. mm. Et si pour les auditeurs qui sont parents aujourd'hui, parce que du coup, dans cet apprentissage, des fois, je me dis, bah, ok, bah, si mes parents m'avaient appris autre chose dans la relation à l'argent, peut-être que j'en serais pas là, blablabla. J'entends, c'est Hugo qui parle, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux parents, tu sais, qui sont là avec leurs enfants, leurs adolescents, dans leur première relation avec l'argent? Oui. Alors ben déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on est quand même influencé de manière ou d'une autre par la relation à l'argent de nos parents. Soit on va avoir des comportements identiques, ou parfois par rébellion, on va faire tout l'inverse, mais c'est pas gagnant non plus. Donc, de toute façon, on peut raconter les histoires qu'on veut, mais ce qui sera le plus influent, c'est nos comportements. C'est pas ce qu'on raconte. Tu vois, c'est comme si je disais à mon fils ne fume pas alors que je suis un fumeur moi-même. Tu vois, mes mots n'ont aucune valeur. Tu vois. Donc, déjà de savoir que s'occuper de ce rapport à l'argent, parce que ça reste encore extrêmement rare, hein. Je pense qu'il n'y a pas 1% de la population, enfin, je suis même sûr, qui s'occupe de son rapport à l'argent. Donc, s'occuper de son rapport à l'argent et d'être plus en paix, plus tranquille, c'est déjà la plus belle chose que je peux offrir à mes enfants. Déjà par l'exemple, l'exemplarité. Mais après, au-delà de ça, ce qui est important, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire qu'au moins, il y aura peut-être de l'argent de poche, il y aura des discussions, et les enfants qui ont envie de quelque chose que soit je ne peux pas, parce que je n'ai pas les moyens pour l'instant, soit je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas dans mes valeurs, mais c'est pas juste de dire non, c'est pas pour toi, non, on va échanger, on va discuter, tiens, pourquoi tu as envie de ça, pourquoi c'est si important, enfin, voilà, quand les enfants disent, ah, papa, maman, est-ce qu'on est riche? Ah bon, c'est quoi, ça veut dire riche, pour toi, ça veut dire quoi, et pourquoi ce serait important de le savoir, tu vois? On va Mm. faire de les questions d'argent un sujet d'échange qui va être un sujet qui peut devenir très riche quand on n'est pas dans le sens de connaissance de soi et de l'autre, de comprendre ce qui est important, quand on n'est pas dans quelque chose de rigide. Pas très souvent, les parents sont tellement mal à l'aise qu'ils sont un peu cassants avec ces questions-là. Parfois, des parents sont tellement mal à l'aise de ne pas pouvoir offrir autant qu'ils aimeraient à leurs enfants, qu'ils vont plutôt leur dire, mais tu crois quoi? Tu devrais être content de ce que tu as, plutôt que d'accueillir ce que les enfants amènent et d'essayer de comprendre, tu vois. C'est pour ça que je pense vraiment que la communication, elle est hyper importante. Ouais. Ouais, et effectivement, de s'occuper de soi, c'est le parent. Et puis, à l'école Écoute ton corps, on va parler, tu sais, de la notion de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire apprendre que chaque personne est responsable de soi et de son monde intérieur. Et donc, le parent, bah, il peut montrer comment lui-même s'occupe de lui-même. Et Mhm. par le fait même, l'enfant va s'en inspirer, quoi. Parce que c'est pas souvent les conseils, effectivement, de l'enfant. Il suit rarement le conseil verbal du parent, mais il va observer, il va, par mimétisme, etc. Et en même temps, si tu veux, que des enfants ont été biberonnés par l'argent fait pas le bonheur, on n'a rien sans rien, les riches sont des malhonnêtes, tout ça, c'est tout ce que je vois dans mes ateliers, c'est que les gens arrivent avec des croyances qui ont été, je dirais, amenées par maladroitement, mais évidemment inconsciemment et involontairement par des parents qui avaient eux-mêmes leurs propres croyances, qui les ont un peu balancées comme des vérités. Et si tu veux, c'est pour ça que c'est important d'oser se libérer de ces croyances-là, parce qu'elles ne sont pas porteuses. Aucune de ces croyances sont porteuses. Mm. Et les peurs viennent de nos croyances. Alors, en partie, oui, en partie, mais pas forcément que, mais pour une partie, oui. Mm. On en arrive déjà hein, à la fin, vers la fin de notre discussion. Euh, Ça serait quoi tu sais, un petit pas, là, un petit truc, une petite astuce que tu pourrais nous offrir dans ce rapport pour des personnes là qui prennent conscience que, ah tiens, j'ai des peurs avec l'argent. Ça serait quoi le petit pas que ces personnes pourraient faire avec ces peurs? Alors, ben, ce serait déjà, moi, je dis toujours commencer par vous observer, parce qu'au moment où vous commencez à vous observer, avoir peut-être un petit carnet quelque part, quand vous parlez d'argent, quand vous pensez argent, quand vous dépensez, enfin, ou quand, voilà, quand ça parle argent, essayez de voir comment vous vous sentez, parce que plus on peut mettre de précision, tu vois, de voir, ah ben non, je suis pas capable de me faire plaisir, ah ben non, là, je vois que même que j'ai les moyens, je veux acheter bas, parce que j'ai peur de me faire avoir. Enfin, on a tellement de comportements différents et particuliers, déjà que plus je pourrais mettre de la conscience là-dessus, plus on va pouvoir après commencer à faire les pas suivants, si tu veux, tu vois. Et comme c'est un sujet tellement tabou, souvent les gens, et quand je leur dis que je suis spécialiste de la relation à l'argent,
ils me regardent bizarrement, ils n'ont aucune idée de à quoi je suis en train de parler, tu vois. Je suis comme obligé de donner des exemples concrets. On dépense son argent de manière compulsive ou de manière maladroite, on se fait rouler. Enfin, et je donne plein d'exemples, on est peur de manquer. Les gens disent, ah ouais, d'accord, mais c'est tellement mystérieux comme sujet qu'il s'agit déjà de mettre un peu de chair autour de l'os, c'est comme vraiment réussir, commencer à s'observer. Et après, effectivement, petit à petit, on va commencer peut-être à prendre un peu de recul par rapport à ces comportements un peu automatiques pour pouvoir déjà se dire est-ce que ces comportements me plaisent ou pas, est-ce que ça vaudrait la peine de les changer ou pas. Merci, Et merci. puis évidemment j'en ai parlé tout à l'heure, de commencer à mettre un peu plus de gratitude dans sa vie, un peu plus voilà, d'esprit d'abondance. C'était, je crois, Wayne Dyer qui avait cette magnifique citation, je crois que c'est lui, qui disait commencez par apprécier tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est la première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Et tu vois, Mm, et ça, on peut aussi tous le faire aussi. Parce que si tu veux, c'est comme un chemin vertueux. Plus je mets mm, d'attention sur ce qui est déjà présent, plus ça attire encore de choses positives dans ma vie, parce que je mets en route une énergie positive, en fait. mm. Je suis une visuelle, moi, tu sais, et quand tu parlais là de cet esprit, tu vois, pour moi, c'est une ligne, tu vois, et il y a un curseur, Ouais, c'est et vraiment tu ça. as l'esprit de manque, et tu as l'esprit d'abondance, et c'est en fait comment, par amour pour moi, tu sais, je peux Mm. avancer, mais de millimètre en millimètre, parce qu'on ne nous demande pas d'être tout de suite dans l'esprit Non, d'abondance, ça reste un non. apprentissage, mais c'est effectivement comment, tiens, je peux apprendre au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne un automatisme pour nous, finalement, de vivre dans l'esprit d'abondance. Voilà, et c'est amusant, c'est le dessin que je dessine d'ailleurs dans mes ateliers, hein, c'est le même Ah, dessin que génial. le curseur, en disant, bien sûr, ce curseur n'est jamais figé, il y a des moments où on est plus dans cet esprit-là, mais globalement, il y a quand même une tendance, si tu veux, qui fait on se déplace un peu plus là, même si par moment, on va un peu bouger en fonction de notre humeur, de notre état, etc. Mais globalement, il y a vraiment quelque chose qui bouge quand même d'une manière plutôt durable. Oui. Merci. Merci beaucoup, Christian. Merci pour l'abondance de ton temps que tu nous as offert, de tes informations. On mettra évidemment en commentaire de podcast toutes les informations pour que les personnes puissent se retrouver et avoir tes coordonnées. Grand merci. Avec plaisir. Euh, et puis, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne chose à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça